Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Sur le ring, il arrive parfois que les intérêts personnels s'effacent au profit de causes plus grandes. Le boxeur ne combat alors plus seulement pour lui-même. Ses poings ne lui appartiennent plus. Ils défendent un pays, un peuple, une idéologie, une vision du monde. Le combat dont nous allons vous parler aujourd'hui en est peut-être le plus bel exemple. Quand un métis, descendant d'esclaves, s'est hissé au rang de héros de la liberté, dernier rempart face à la barbarie nazie. Cet homme, c'est Joe Louis, l'idole de Mohamed Ali. Face à lui, l'Allemand Max Schmeling, le champion du Troisième Reich. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction le Yankee Stadium de New York en ce 22 juin 1938. Mais prudence, car cette histoire pourrait s'avérer bien plus complexe qu'il n'y paraît. Vous êtes prêts? Let's go! We had separate schools, no school bus. We had to walk to 6 miles while the white school bus picked the kids up and sometimes chase us off the road. And sometimes they would let you get on the train, but you would have to sit on your luggage or sit somewhere. Because you see, they had black coaches and white coaches. People would throw bricks through the train window. And that was the reason to pull down the shades so they couldn't see who was in what caboose on the train. How far white folks would go to keep control over black folks' lives. Au début des années 20, l'esclavage est aboli depuis plus d'un demi-siècle aux États-Unis. Dans les faits pourtant, la condition des Afro-Américains ne s'est pas beaucoup améliorée, particulièrement au sud, dans les anciens États confédérés, où réside 90% de la population noire. En Alabama, la liberté n'est qu'une façade. Comme leurs aïeux, les descendants d'esclaves continuent de cultiver les champs de coton des riches propriétaires blancs. Un travail de forçat pour une paix de misère. Les Noirs vivent quotidiennement dans la peur. La peur de manquer, la peur de ne pas manger à leur faim, la peur d'être battus à mort, sans personne pour les protéger. Car c'est bien la peur qui maintient l'ordre établi. Les violences racistes n'ont jamais cessé. Avec près de 3 millions d'adhérents, le Ku Klux Klan traverse son âge d'or. Tout puissant, il viole et assassine impunément. Cette situation oblige plus d'1,6 million d'Afro-Américains à prendre la route des États du Nord, dans l'espoir d'un futur meilleur. Parmi eux, un garçon nommé Joseph Louis Barrow. Septième enfant d'une fratrie de 8, Joseph n'a que 12 ans quand il quitte Lafayette pour le ghetto de Black Bottom à Détroit, quartier sale et sinistre où s'entassent les victimes de la grande migration. Timide et sans éducation, le garçon enchaîne les petits boulots pour aider sa mère célibataire à subvenir aux besoins de la famille. Il finit par intégrer l'usine Ford, fleuron de l'automobile américaine. Il troque une forme d'esclavage pour une autre, le travail à la chaîne. Joseph n'a alors ni les moyens, ni du temps à accorder aux loisirs. Une seule exception, sa mère lui confie assez d'argent de poche pour se payer des cours de violon. Mais il utilise ce pécule pour s'inscrire dans un club de boxe. D'après la légende, son casier était trop petit pour y inscrire son nom en entier. Joseph Louis Barrow devient alors Joe Louis. Quand sa mère s'en aperçoit, il est déjà trop tard. Elle ne cherche pas à l'en dissuader. Son fils a trouvé sa voie. Joe Louis débute sa carrière à 17 ans. Sur le ring, l'adolescent introverti se métamorphose en un combattant implacable.
Grand, fort et rapide, il collectionne les victoires à une vitesse ahurissante. Seulement 3 ans plus tard, en 1934, il remporte les Golden Gloves et devient champion des États-Unis. Il passe pro dans la foulée. Désormais professionnel, Lewis dispose de presque tous ses adversaires par KO et sans jamais mettre le genou à terre. Ses performances attirent l'attention des promoteurs et lui ouvrent les portes de New York, la Mecque du noblard à l'époque. À peine débarqué dans la grosse pomme, Joe défait la légende italo-américaine Primo Carnera. Il enchaîne en envoyant au tapis le terrible Max Baer, une brute épaisse dont la violence des coups avait ôté la vie à Frankie Campbell quelques années auparavant. Moins de 4 mois plus tard, il bat un autre ancien champion du monde, Paolino Uskudun, au Madison Square Garden. Il porte sa série d'invincibilité à 23 victoires, dont 19 par KO. Joe Louis est alors considéré comme un dieu vivant par la communauté afro-américaine dont il porte les espoirs. Pas un jour ne passe sans qu'on ne parle de lui dans les journaux. Tous ses gestes sont épiés. Le moindre de ses déplacements crée une cohue monstre. Il est Jackie Robinson avant Jackie Robinson. Mohamed Ali avant Mohamed Ali. Le héros d'un peuple désireux de voir l'un des siens s'illustrer dans les plus hautes sphères. Malheureusement, son ascension vertigineuse se heurte à un plafond de verre, le même qui l'avait poussé à fuir l'Alabama, celui de la ségrégation raciale. Depuis Jack Johnson en 1915, aucun Afro-Américain n'a combattu pour un titre de champion du monde. Malgré ses accomplissements, Joe Louis ne fait pas exception. Les promoteurs refusent de lui accorder sa chance de décrocher une ceinture. Quoi qu'il fasse, Louis est constamment ramené à sa couleur de peau. Ses surnoms, The Brown Bomber ou encore The Dark Destroyer, témoignent de l'angoisse d'une partie de la population, celle de voir un noir triompher d'un blanc, et d'ainsi remettre en cause l'ordre établi. La droite américaine le prend en grippe. Dans les journaux les plus conservateurs, on écrit que Joe Louis ne doit jamais devenir champion du monde sous peine de mener l'Amérique à sa ruine. Leur aveuglement est tel qu'ils refusent de voir que le véritable danger se trouve ailleurs, à des milliers de kilomètres au-delà de l'océan. Un Estado totalitario armonizará en España el trabajo, será el único exponente de la voluntad popular. Ed allora che comincia la storia d'Italia. Caccia i trafficanti del Tempio e diventa finalmente l'artefice del suo destino. Ob du glaubst, meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. De l'autre côté de l'Atlantique, le vieux continent vit des heures sombres. Le fascisme se propage comme la peste. En Italie, en France et maintenant en Allemagne. En 1933, la NSDAP s'empare du Reichstag. Son leader, Adolf Hitler, est nommé chancelier. Il se fait immédiatement voter les pleins pouvoirs et se proclame Führer peu de temps après. La République de Weimar laisse place à un régime totalitaire, xénophobe et antisémite. Juifs, tziganes et homosexuels sont persécutés et ghettoisés. Les opposants politiques arrêtés et exécutés sommairement. Petit à petit, la terreur gagne l'Europe. À cette époque, les États-Unis ne s'inquiètent pas encore de la situation. Hitler est vu comme un excentrique, un marginal. Il dispose même de sympathisants. On ne se doute pas encore qu'une nouvelle grande guerre est sur le point d'éclater. C'est dans ce contexte, en 1936, qu'un combat est organisé sur le sol états-unien entre Joe Louis et l'ex-champion du monde allemand, Max Schmeling. La présence de Schmeling à New York
est tout sauf anodine. Le boxeur a été mandaté par le Reich pour convaincre la délégation américaine de ne pas boycotter les Jeux Olympiques prévus à Berlin au mois d'août. Une mission capitale aux yeux d'Hitler, car son ministre, un certain Joseph Goebbels, l'a convaincu du potentiel formidable du sport. C'est même devenu un outil central de la propagande nazie, alliant soft et hard power, une manière de montrer la supériorité du Reich et de son idéologie bien au-delà des frontières, mais également de former de futurs soldats pour les guerres à venir. Pour ce faire, Hitler n'hésite pas à investir des millions de Reichsmark dans la pratique sportive. À une époque où le professionnalisme tel que nous l'entendons aujourd'hui n'existe pas encore, les athlètes allemands sont parmi les premiers à être payés par l'État. Ils jouissent des meilleures infrastructures et s'entraînent dur chaque jour dans l'optique de remporter l'or au JO de Berlin. Schmeling n'a donc pas le droit à l'erreur. Heureusement pour lui, il connaît bien les États-Unis. Après Georges Carpentier, il est l'un des premiers boxeurs européens à s'être exporté outre-Atlantique. Il jouit d'une excellente réputation et dispose de relations haut placées. Depuis plusieurs années, il entretient même une correspondance épistolaire avec le président américain, son ami Franklin Delano Roosevelt. C'est ainsi qu'il parvient, non sans difficulté, à convaincre la délégation états-unienne. La bannière étoilée flottera bien à Berlin. Ceci fait, il doit maintenant s'atteler à la seconde partie du contrat, la plus difficile: battre Joe Louis. The Brown Bomber n'a pas conscience des enjeux qui se trament en coulisses. Devenu riche et célèbre, il passe la plus claire partie de son temps sur les greens, à s'adonner à sa passion naissante pour le golf. Il s'entraîne peu et préfère courir les filles. Il ne craint pas Schmeling, un adversaire en bout de course, presque trentenaire, dont les plus belles années sont révolues. À seulement 22 ans, Louis, lui, est en pleine force de l'âge. Personne ne l'imagine perdre. À vrai dire, même en Allemagne, personne ne croit vraiment aux chances de Schmeling. Personne, si ce n'est Schmeling lui-même. L'Allemand a consciencieusement étudié son rival jusque dans les moindres détails. Say, Max, from watching Joe Louis in action and in pictures, have you detected any particular weakness in the Brown Bomber? Yes, I did. But I won't tell. Il est certain d'avoir trouvé la faille, le talon d'Achille de l'invincible Louis. Une minuscule ouverture dans la garde du Brown Bomber, pile lorsqu'il lance un jab. Cette faille, beaucoup de spécialistes la connaissent, mais aucun boxeur n'est parvenu à l'exploiter. Car Louis est trop vif pour se laisser toucher. Pour l'atteindre de plein fouet, il faudrait se trouver à une distance rapprochée, mais cela reviendrait à s'exposer, à boxer sur un fil. Une seconde d'inattention et c'est le chaos assuré. Une mission presque impossible. Schmeling sait à quoi s'en tenir. 19 juin 1936, au Yankee Stadium de New York. Wearing purple trunks, former heavyweight champion Max Schmeling. And his very capable opponent, wearing black trunks, one of the greatest heavyweights, Joe Louis. Now, I know both of you fighters are good sportsmanship now. Now, the best of luck to the both of you, and shake hands now, and come out protecting yourself at that belt. Wait a minute. D'entrée, Schmeling surprend Louis. Et à la 4e reprise, le Brown Bomber est compté. C'est la première fois de sa carrière. Louis n'a jamais été dans cette situation et ne sait pas comment réagir. En face,
Schmeling use abondamment de son jab et contre l'Américain avec son crochet du droit. Stupéfait, le public majoritairement blanc prend progressivement parti pour l'outsider allemand. À l'entame du 12e round, Schmeling mène largement au point. La victoire est déjà acquise. Il suffit, pour ainsi dire, de rester debout. Mais Schmeling, der Schwarze Ulan von Rhein, ne compte pas s'arrêter là. Lewis est blessé. Les coups et la fatigue l'ont rendu moins rapide. C'est le moment parfait pour exploiter la faille. Inconscient, face contre terre, l'invincible Brown Bomber est KO. Sous l'ovation du public, Max Schmeling peut savourer sa victoire. Il vient de réaliser l'impossible. Après avoir été porté au nu, Joe Louis voit le sol se dérober sous ses pieds. La communauté afro-américaine vit sa défaite comme un drame personnel, pendant que la droite américaine, elle, se régale. À son retour en Allemagne, Schmeling est accueilli avec les honneurs d'un haut dignitaire du régime. Il est hissé au rang de héros du Reich. Adolf Hitler en personne le reçoit à Berlin. So, with the pigeons carrying a message of peace to the world, begins the event for which all Germany has been preparing for months past. For 14 days, Berlin will be the scene of the fiercest battles between 50 nations, battles of peace. For 14 days, the eyes of the world will be on Berlin, and Germany wants to send away every one of her millions of visitors as a friend. Dans la foulée, la délégation allemande ressort triomphante des Jeux Olympiques. Avec 89 médailles, dont 33 en or, elle domine la compétition et distance largement les États-Unis. Einem kühnen und grandiosen Schwung haben wir die Feinde des Landes zu Paaren getrieben. Heil! 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 Intérieurement, le Führer jubile. Il ne pouvait pas imaginer plus belle vitrine. Pour lui, ces victoires sportives constituent la preuve irréfutable de la supériorité de la race aryenne. Ceci fait, il peut maintenant passer à la nouvelle étape de son plan. Les rêves d'hégémonie de l'Allemagne hitlérienne se réalisent. Hitler exige la nomination comme chancelier de Seyss-Inquart et proclame le rattachement de l'Autriche au Reich. Deux ans plus tard, les choses ont bien changé. L'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par le Reich, a prouvé au monde les véritables intentions de l'Allemagne nazie. Même à des milliers de kilomètres de là, les États-Unis ne peuvent plus faire semblant de ne rien voir. D'autant plus que les rumeurs concernant les traitements réservés aux Juifs allemands se font de plus en plus insistantes. Hitler a passé un cap dans la barbarie. Une guerre se prépare. C'est maintenant inévitable. Entre-temps, Joe Louis a relancé sa carrière. Il a même réussi à mettre la main sur le titre mondial des poids lourds aux dépens de James Braddock. Avant de perdre sa ceinture, Braddock devait initialement affronter Schmeling, une perspective qui ne réjouissait pas les autorités américaines, inquiètes de voir le titre leur échapper au profit des nazis. C'est ce qui a finalement profité à Louis. Mais malgré sa victoire sur Braddock, The Bronze Bomber ne se considère pas comme le champion légitime. Sa seule défaite le hante. La revanche est alors organisée dans un climat de vive tension. En cas de victoire de Schmeling, les nazis expliquent vouloir utiliser son prize money pour construire des tanks. L'enjeu n'est plus sportif, mais idéologique. People think that I'm going to the ring gun shows. Why should I go to the ring gun shows?
when Schmeling is 2 years older and I'm 2 years smarter in boxing. 4 weeks hard training, I am very good condition. And all I have to do now is just to keep it as it is. Nous y sommes, le 22 juin 1938, au Yankee Stadium de New York. Quasiment 2 ans jour pour jour, après leur premier affrontement, Joe Louis et Max Schmeling se font à nouveau face. À la clé, un titre de champion du monde des poids lourds et bien plus encore. Le jour du combat, les rues sont désertes. Tout le monde veut assister à ce moment historique. 70 millions d'Américains se pressent derrière leur radio. Plus de 100 millions dans le monde entier. Le Yankee Stadium est plein à craquer. Plus de 70 000 âmes s'y sont regroupées, dans une ambiance de transe collective, teintée de patriotisme exacerbé. Cette fois, l'accueil réservé aux challengers allemands est nettement moins chaleureux. Depuis son arrivée aux États-Unis, Schmeling a reçu plusieurs menaces de mort. Sur le chemin qui le mène au ring, il est injurié et brûlé par des mégots de cigarettes. Le tout sous une pluie de déchets. L'Amérique tout entière a pris fait et cause pour Louis. Il n'est plus seulement la fierté de la communauté noire, mais le héros d'une nation unie comme jamais auparavant. Dans l'histoire des États-Unis, c'est la première fois que les Blancs, même les plus conservateurs, se rangent sciemment du côté d'un Afro-Américain. Preuve de cette unité inédite, Roosevelt en personne a reçu Louis à la Maison-Blanche. Le message est clair. Joe, nous avons besoin de muscles comme les vôtres pour battre l'Allemagne nazie. Ici, il n'est plus question d'opposer une couleur de peau à une autre. C'est le combat du camp de la liberté face à celui de la tyrannie. Du bien contre le mal. Joe affiche un air déterminé. Il confiera plus tard. Je savais que je devais battre Schmeling. J'avais mes raisons personnelles et tout le maudit pays comptait sur moi. Wearing purple trunks, outstanding contender for heavyweight honors, the former heavyweight title holder, Max Schmeling. Wearing black trunks, the famous Detroit Brown Bomber, world's heavyweight champion, Joe Louis. Le combat le plus attendu du XXe siècle peut enfin commencer. Le champion a appris de ses erreurs et adopte une boxe conquérante. Schmeling ne voit pas le jour. Bloqué dans les cordes, l'Allemand encaisse tant bien que mal. Il chute une première fois. Puis une seconde. Et enfin, une troisième. Cette fois, c'est la bonne. Il ne s'en relèvera pas. Le verdict est sans appel. Victoire par KO au premier round. La liberté a gagné. Un homme noir, parti de rien, a triomphé d'un à rien. L'affrontement n'aura duré en tout et pour tout que 2 minutes et 4 secondes. Le temps pour Louis de laver son honneur, de réconcilier l'Amérique et d'humilier Adolf Hitler. Partout, à travers les États-Unis, on assiste à des scènes de liesse. On se prend dans les bras, on se congratule et on s'embrasse sans distinction aucune. L'happy end parfait. La fin. Vraiment. Peut-être que cette histoire n'est pas encore terminée. Le soir même, à l'hôpital, un dignitaire nazi entre dans la chambre de Schmeling. En Allemagne, la retransmission du combat a été interrompue avant la fin du combat. Dans le Reich, le grand public n'est pas encore informé de la défaite de son champion. Le gradé exhorte Schmeling à publier un communiqué pour remettre en cause l'arbitrage. Mais Max refuse. L'ex-champion du monde est un homme d'honneur.
reconnu pour son fair-play légendaire. Il n'a rien à reprocher à Lewis. Déjà, lors de leur premier affrontement, il avait été le premier à s'enquérir de la santé de son rival. Schmeling a beau avoir été décrit comme l'incarnation même du parfait nazi, il se trouve qu'il n'en était pas un. Le boxeur a toujours refusé de rejoindre le parti et a même défié le régime à plusieurs reprises, notamment en gardant son agent juif, Joe Jacobs. À son retour en Allemagne, Schmeling est traité en paria. Il explique « Après cette défaite, je n'existais plus pour Hitler. Mon nom avait disparu des journaux. » Lors du gigantesque pogrom du 9 au 10 novembre 1938, la terrible nuit de cristal, Max se distingue par un acte héroïque. Il cache les 2 fils de son tailleur juif et les aide à quitter l'Allemagne. Peut-être la provocation de trop. Quand la guerre éclate moins d'1 an plus tard, Schmeling est envoyé au front malgré son âge avancé. Un âge auquel il n'aurait théoriquement pas dû être mobilisé. Il se blesse gravement lors d'un saut en parachute. Le corps meurtri et la réputation bafouée, l'ancien héros du Reich a tout perdu. Here is the motion picture record released by the United States Navy of the havoc wrought by the Japs' sneak sky and sea raid on Pearl Harbor, America's mid-Pacific naval bastion. Pendant ce temps, tout continue de sourire à Joe Louis. Le champion du monde forge sa légende en enchaînant les défenses de prestige. Début 1942, suite au bombardement de Pearl Harbor, il met sa carrière entre parenthèses pour rejoindre l'armée américaine et poursuivre son combat contre le nazisme. What's your name, Joe? My name is Joe Louis Barrow. What's your occupation? Fighter, and let's get at them jobs. Louis devient une sorte de Captain America du réel. Son image est utilisée par le gouvernement pour inciter les jeunes Afro-Américains à rejoindre les forces armées. Il contribue financièrement à l'effort de guerre. Il donne de sa personne et se rend sur le front pour rebooster le moral des troupes. Joe est conscient d'être utilisé comme un outil de propagande, mais le boxeur souhaite changer les choses de l'intérieur. Il dénonce les inégalités de traitement entre les soldats blancs et afro-américains et fait jouer de ces relations pour améliorer les conditions de ces derniers. À la fin de la guerre, Louis pense reprendre sa vie civile sans encombre, mais il se trompe. À 32 ans, son prime est révolu. Ses années passées loin du ring ont épuisé sa fortune personnelle. Le champion s'est montré beaucoup trop généreux, plus que ce qu'il pouvait se permettre. Il a été mal conseillé et se retrouve lourdement endetté. L'État américain, pour lequel il s'est pourtant ardemment battu, lui réclame des intérêts. Cette situation l'oblige à continuer de combattre et à pousser son corps au-delà des limites du raisonnable. Le 27 septembre 1950, il perd son titre face à Ezzard Charles. 1 an plus tard, Rocky Marciano met violemment terme à sa carrière. Louis en ressort avec de graves séquelles, mais est financièrement contraint de remonter sur le ring. Non plus comme boxeur, mais comme catcheur. Il est au fond du trou. L'Amérique l'a abandonné. C'est à cette époque qu'une vieille connaissance ressurgit de son passé. Winning all but one of those 35 fights, 29 by knockouts. And the only one you lost? I won that one on June 19, 1936, at Yankee Stadium in New York. Yes, he's here, Joe, himself, a former world heavyweight champion from Hamburg, Germany, the black Ulan of the Rhine, Max Bailey. La chute du Troisième Reich a été une bénédiction pour Max Schmeling. Grâce à ses connaissances américaines, il est devenu le responsable de la filiale de Coca-Cola à Hambourg, la plus importante en Europe. Cependant, l'homme d'affaires est pris de remords. Il contacte Joe Louis pour lui dire tout le respect qu'il nourrit à son égard. Les anciens rivaux deviennent des amis proches. Ils jouent au golf, s'invitent mutuellement et apprennent à se connaître en dehors du ring. Schmeling finance même plusieurs opérations chirurgicales pour améliorer le quotidien de Louis. Quand Joe décède le 12 avril 1981, à l'âge de 66 ans, Schmeling
ne peut malheureusement pas se rendre à ses funérailles. Il se fait représenter par l'un des 2 garçons sauvés lors de la nuit de cristal et aide financièrement la famille de son défunt ami. I went over there. I was sitting next to Mrs. Lewis on the chair, and I talked slowly, saying, Mrs. Lewis, here's an envelope from Max Schmeling. Oh, she says, and Max Schmeling, our true friend. Schmeling s'éteint en 2005, à l'âge de 99 ans. Finalement, cette rivalité fantastique n'était pas celle du bien contre le mal, de la liberté contre la tyrannie. Louis, comme Schmeling, ont tous deux été utilisés, instruments involontaires de systèmes oppressifs. Une fois que leur poing ne cognait plus assez fort, ces mêmes systèmes les ont abandonnés, broyés, presque sans vie. Mais ensemble, en dépit de leurs différences, ces 2 champions ont trouvé la force de surmonter les épreuves les plus terribles. Mieux, ils ont démontré que le sport porte les plus belles valeurs humaines, qu'il transcende les machinations politiques et les enjeux économiques. Sur le ring, puis en dehors, Joe et Max ont incarné la plus belle des leçons. Bien qu'il puisse être utilisé à des fins guerrières, le noble art est et restera toujours un vecteur de paix et d'amitié entre les peuples. Max Schmeling puts a temporary halt to the meteoric rise of the brown bomber Joe Louis. A left hook to the jaw, and Schmeling is down. Max Schmeling is beaten in 1 round. Always a pleasure to see Max Schmeling again because I think we have been friends for over a lot of years. I am very happy to meet my old friend Joe Louis.